Le 23 janvier 1984, le Madison Square Garden de New York est plein à craquer. Ici va se dérouler ce qui pourrait bien être l'affrontement le plus important de l'histoire du catch. D'un côté du ring, l'Iron Sheik. 1m83 pour 120 kg de puissance, tout droit venu d'Iran. Ce n'est pas le favori du public, car à ce moment, les États-Unis et l'Iran sortent d'une crise internationale ayant pour cause la détention d'otages américains sur le sol iranien. La WWF, la fédération qui organise le combat, devait donc opposer à l'Iron Sheik un combattant qui promettrait au public un règlement de compte entre les deux pays, un combattant qui incarnerait l'Amérique, faisant de ce combat un tribunal symbolique qui punirait le méchant et récompenserait le gentil. L'enjeu est d'autant plus grand que le match voit se disputer la ceinture de champion du monde de la fédération. De l'autre côté du ring, Hulk Hogan, 2m1 pour 137 kg. Ce soir-là, il allait incarner cette Amérique et rendre des comptes sur le ring pour le plus grand plaisir des spectateurs. Lorsque le combat commence, les deux athlètes se rentrent directement dedans. C'est d'abord à Hulk Hogan de dominer le match, mais ensuite le Sheik prend le dessus. Après avoir affaibli le favori de la foule, le Sheik tente sa prise de soumission fétiche, le Camel Clutch. Immobilisé, Hogan tente de se relever en projetant ses jambes en avant, aidé par le soutien du public. Il se relève alors, assommant le Sheik et retournant la situation. Le Iron Sheik est KO. L'arbitre compte 3 secondes et Hulk Hogan vient de se révéler devant le public comme le nouveau visage du catch. Si ce match a une réputation de légende, ce n'est pas pour la tension qui règne entre les deux catcheurs, ni même la qualité des combats en eux-mêmes, car il y a d'autres combats par la suite qui ont su mieux exploiter ces aspects du catch. Donc non, si ce combat a été aussi déterminant pour la postérité, c'est essentiellement pour 3 raisons. La première raison, c'est que ce match était une étape dans l'installation du catch comme divertissement mainstream, en mettant en avant une rivalité que tout le monde comprend grâce à l'actualité du moment, permettant ainsi de capter l'attention d'un public plus large. Car oui, le catch pendant longtemps a quand même été un divertissement assez underground, venant principalement du milieu forain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les catcheurs, à l'instar des acteurs ambulants à une certaine époque, étaient considérés comme des anomalies de la société, des bêtes de foire quoi. Cet aspect marginal a subsisté pendant longtemps dans la culture catch, à travers un héritage scénique qui s'observe dans les costumes des années 70 et 80. Et comme à la base c'est une chaîne de littérature, pour ceux qui veulent approfondir l'idée de marginalité dans le monde du spectacle, je vous recommande Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, où l'on suit l'histoire d'un aristocrate de province qui se met à briser les codes de son rang social en rejoignant une troupe de théâtre ambulante afin de redonner un sens à sa vie. La deuxième raison, c'est qu'on a eu avec ce match tous les codes principaux de ce qu'est et de ce qu'allait être ce sport, c'est-à-dire un spectacle qui tire sa fonction et son effet du caractère excessif de ses gestes, où l'excès est mis au service d'une justice immédiate et métaphorique, dont le ressort principal est le rôle du salaud, le heel dans la terminologie anglaise, que le public veut voir puni par le babyface, le gentil de l'histoire. Car oui, tous les combats de catch sont scénarisés et racontent une histoire. La troisième et la plus évidente de toutes, c'est qu'elle a mis en avant la première superstar du catch mondial, Hulk Hogan, qui nous a d'ailleurs quittés ce 24 juillet, à 71 ans, et dont la mort a un peu motivé la création de cette vidéo. J'ai pas souvent l'opportunité de parler de moi sur cette chaîne, mais il se trouve que j'ai un petit passif avec le catch. Pendant une partie de ma vie, j'ai vécu au Canada, un pays qui a été le berceau de beaucoup de familles de catcheurs, comme la famille Hart ou la famille Rougeau par exemple. Donc dans un pays où le catch est la culture locale, j'ai donc été introduit à ce monde et j'ai commencé à en faire avec des amis pour m'amuser. J'avais même un voisin dont le père était un ancien catcheur. Avec mes potes, on retentait des prises qu'on avait vues, on incarnait nos personnages préférés et on s'est fait mal pas mal de fois. J'osais même plus aller au judo le mercredi car je trouvais cet art martial trop tendre et je faisais mal à mes camarades pendant les entraînements à force d'essayer de leur faire des clés de bras. Bref, j'étais vraiment terrible. Et ce que j'ai surtout observé se trouvait dans les rediffusions de vieux combats des années 80 ou 90. Et je me rappelle n'avoir jamais vu autant de spectacles et de violence. Cet aspect mixte du catch, qui mêle violence et spectacle, n'est pas sans rappeler l'arène romaine ou le théâtre grec. La vertu du catch, c'est d'être un spectacle excessif. On trouve là une emphase qui devait être celle des théâtres antiques. Là, je viens de vous citer un extrait de Roland Barthes. Roland Barthes, c'est un critique littéraire très célèbre qui s'est intéressé toute sa vie à la sémiologie, à l'étude des signes, quoi. Pour essayer de mieux comprendre cet univers si particulier du catch, on peut se référer au fameux critique littéraire qui, dans son recueil Mythologie, traite des régimes de signes qui régissent notre société. Ce livre ne traite pas de littérature, même si Barthes est un critique littéraire. Ici, il s'agit plutôt d'un essai qui emprunte les voies de la sociologie. Dans son essai, il explique comment nos sociétés se construisent autour de pensées collectives, de doxa,
et comment celles-ci se construisent et s'entretiennent grâce aux mythes modernes. Effectivement, nous avons plus ou moins inconsciemment assimilé des mythes modernes, comme le bien et le mal par exemple. On croit que ces notions dichotomiques sont des évidences, mais elles sont en fait artificielles et subjectives. Roland Barthes fait donc des études de cas répertoriées dans différents domaines de notre société. Par exemple, dans le domaine consommation, il va parler de la publicité et de tous les mythes que ce secteur économique construit pour nous influencer. Et tous ces mythes, créés par différents domaines, la pub, la culture ou même le sport, propagent des doxas, et parmi les mondes mythologiques qui propagent des doxas, il y a le catch. Bon alors oui, il y a le catch, mais Barthes aurait pu parler tout autant d'un autre sport comme le foot, ou même d'une autre activité comme les échecs. Mais le catch a cette particularité intéressante de mettre en scène des mythes en mêlant vrai et faux, sport et théâtre, douleur et jeu d'acteur. En bref, c'est un sport qui a la particularité d'assumer une mise en scène. Bon bref, dans Mythologie, Barthes réserve un chapitre à ce sport plein de codes, déchiffrant ainsi sa sémiologie, et donc les signes qui régissent cet univers. Reprenons par exemple le mythe du bien et du mal, comme je vous l'ai montré en intro. Le ring est alors un théâtre où s'exprime ce mythe, car la majorité des combats ont un scénario où chaque combattant tient un rôle défini. D'abord, Roland Barthes souligne l'importance du scénario dans les combats. L'avenir rationnel du combat n'intéresse pas l'amateur de catch, alors qu'au contraire, un match de boxe implique toujours une science du futur. Autrement dit, le catch est une somme de spectacles, dont aucun n'est une fonction. Chaque moment impose la connaissance totale d'une passion qui surgit droite et seule, sans s'étendre jamais vers le couronnement d'une issue. Ce qui importe dans le catch, donc, c'est l'émotion qui se dégage du jeu des acteurs, et non pas l'exploit sportif en lui-même. Donc par exemple, si Butch Reed met un body slam à Ric Flair, ça ne va pas l'approcher davantage de la victoire, mais ça va au moins attiser l'émotion du public, content de voir le bad guy se prendre une correction spectaculaire. Donc le spectacle, c'est le socle de l'affrontement. C'est pourquoi les réactions des catcheurs sont accentuées, d'où la raison pour laquelle Roland Barthes rapproche le catch d'une pantomime. Une pantomime, en gros, c'est un spectacle où l'artiste s'exprime uniquement par des gestes, des mimiques et des attitudes. Tout passe par le corps, en fait. Il ne s'agit pas de dire, mais de montrer, de faire sentir. Ce qui est mimé par le catch, c'est donc une intelligence idéale des choses. C'est une euphorie des hommes, haussée pour un temps hors de l'ambiguïté constitutive des situations quotidiennes et installée dans la vision panoramique d'une nature univoque, où les signes correspondraient enfin aux causes, sans obstacle, sans fuite et sans contradiction. Alors, pour commenter ce passage un peu technique, on pourrait dire que pour Barthes, le monde réel est incertain, ambigu et contradictoire, tandis que sur le ring, il n'y a aucune ambiguïté, tout est lisible, comme dans un film en fait. Un visage grimaçant exprime vraiment la souffrance, un traître est vraiment un traître, et un coup porté signifie vraiment une punition. Mais tout ça, on est d'accord, est entre le vrai et le faux, et de ce fait, il y a deux notions qui sont à questionner. La première notion, c'est la violence qui est immanente à ce sport-spectacle. Comme je l'ai dit, le catch met en scène un combat prévu à l'avance. Effectivement, ça reste un sport et aussi un spectacle, d'où le caractère un peu bâtard de la discipline. Mais qu'en est-il des coups ? Le fait est que les corps, eux, n'ont pas de doublure. Les chutes sont vraies, les torsions bien réelles et les traumatismes parfois irréversibles. Quand un catcheur encaisse un coup, il ne doit pas simplement le recevoir, il doit aussi l'incarner et l'amplifier pour que le public y croie. Et pour cela, il doit souvent se blesser lui-même, volontairement ou non, dans une surenchère de gestes, de douleurs, de performance physique. Cette violence mimée devient alors violence réelle. Et ce n'est pas le scénario qui la pousse jusque-là, c'est le public. Plus il en redemande, plus le spectacle s'intensifie. La brutalité devient alors un produit calibré pour générer de l'audimat. Alors effectivement, tout ça répond à une logique économique qui est assez évidente, mais c'est aussi ce qui fait la passion et la saveur d'un tel spectacle. C'est ce qui le rend puissant et fascinant à regarder. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, c'est un sport qui peut s'avérer très dangereux, notamment à cause des blessures que ça peut engendrer. Ce problème des blessures peut créer d'ailleurs la polémique, bien souvent, parce que beaucoup de catcheurs n'ont pas dépassé les 40 ans. Vince McMahon was the owner of the World Wrestling Federation, one of the biggest organizations back then. 15 of the 60-plus wrestlers who have died worked at one time or another for McMahon's organization. It was more of a Wild West show back in the 80s, no doubt about that. And I think that, in terms of illegal drug usage, in terms of cocaine, there was quite a bit of that. Do you have a reason why these people would be dying under the age of 45? Why don't you ask yourself that question? I mean, why are you indicating that's my responsibility? These people are dead because... I'm asking you if it's in any way, shape, or form falls on your shoulders. I would accept no responsibility whatsoever for their untimely deaths, none whatsoever.
As far as, and you've got that little look on your face like, yeah, geez, Vince, how can you possibly say that? Well, but none whatsoever. I mean, they wrestled for you. They were part of your organization. They worked a couple of hundred nights a year for you. Ces morts prématurées sont souvent causées par des blessures qui sont apaisées que par des antidouleurs, voire des drogues, et non pas par du repos ou des opérations. Tout ça dans un rythme de travail effréné. Et en fin de carrière, dans le meilleur des cas, d'anciens catcheurs se retrouvent avec des gros problèmes de dos, des addictions, voire des lésions traumatiques au cerveau dues aux chocs répétés. Ensuite, la deuxième notion, c'est la fiction. Le catch, c'est une fiction, oui, mais c'est une fiction qui naît du réel, s'en nourrit, et finit par le brouiller. En effet, ce qu'aiment bien dire les catcheurs, c'est que leur personnage sur le ring n'est qu'une facette d'eux-mêmes, mais accentuée au maximum. La frontière entre l'homme et son personnage devient alors poreuse. Et cette porosité est renforcée par les contrats que signent les catcheurs avec leur fédération, avec des clauses stipulant qu'ils ne doivent par exemple jamais fréquenter leur adversaire de ring à l'extérieur, ou alors qu'ils doivent toujours sortir habillés dans le style de leur personnage, tout ça pour entretenir la fiction et les rivalités. Et à partir de ça, on peut se demander où s'arrête le rôle, et où commence la personne. L'un des exemples les plus dérangeants reste Vince McMahon, président de la WWE, qui s'est lui-même mis en scène pendant des années sous le trait de Monsieur McMahon, un patron tyrannique, sexiste, impulsif, parfois carrément prédateur, allant jusqu'à simuler des scènes d'agression à l'écran. Le malaise est d'autant plus profond que la frontière n'était pas purement scénaristique. En 2022, plusieurs témoignages et enquêtes ont révélé que Vince McMahon avait dans la réalité fait l'objet d'accusations d'agression et de versement d'argent pour acheter le silence de ses victimes. Ce brouillage volontaire entre la mise en scène et les actes réels interroge la responsabilité des producteurs de fiction, quand celle-ci devient un camouflage narratif pour la prédation. Pour conclure, j'aimerais faire le lien entre ce qu'on aime dans le catch et ce que dit Roland Barthes des mythes de nos sociétés. Si on apprécie le catch malgré ses errements parfois malheureux et ses scandales, c'est car le catch, c'est un mythe américain, et pas simplement un divertissement venant d'un autre pays. Regarder ça d'un point de vue français est d'autant plus intéressant car nous avons le recul nécessaire pour observer des techniques de divertissement que nous n'avons pas l'habitude de voir sur notre sol et dans notre langue. Et de quel mythe parlons-nous ? Eh bien d'un combat où tout se joue, la gloire, l'honneur et même la vie. Dans Mythologie, Barthes analyse le catch comme un véritable mythe moderne, car il dépasse le simple divertissement physique pour devenir une mise en scène intelligible de la justice. Sur le ring, tout est clair. Les rôles sont distribués entre le traître et le juste, la victime et le bourreau. Le spectateur n'assiste pas à un combat, mais à un rituel où le bien triomphe du mal, dans une lisibilité parfaite, là où la justice réelle est lente, ambiguë et parfois injuste. Le catch, lui, offre une justice immédiate, spectaculaire et sans équivoque. Donc le catcheur, c'est pas un simple athlète, il devient une figure mythique, presque divine, parce qu'il incarne une vérité morale lisible par tous. Il souffre pour le public, expie ou punit avec éclat. Et ce sacrifice théâtral donne au catcheur le titre de dieu mythologique sur le ring, où l'ordre peut être rétabli à chaque coup porté. Sur le ring et au fond même de leur ignominie volontaire, les catcheurs restent des dieux, car ils sont pour quelques instants la clé qui ouvre la nature. Le geste pur qui sépare le bien du mal et dévoile la figure d'une justice enfin intelligible.